qu'on entend par régulation sociale mondiale, c'est l'ensemble des règles qui traitent des questions de standards sociaux, de normes sociales, qui existent au niveau international et qui donc en principe obligent chacun des pays membres de la communauté internationale à les respecter. La difficulté étant que ce système international est cloisonné, spécialisé. Il y a l'organisation qui s'occupe des questions sociales, qui est l'Organisation internationale du travail, il y a celle qui s'occupe de la santé, il y a celle qui s'occupe du commerce, il y a celle qui s'occupe de l'agriculture, il y a beaucoup qui s'occupent de l'environnement. Et donc la question c'est comment est-ce qu'on fait les ponts entre ces différents périmètres de régulation, par exemple entre le commerce et le social. Et jusqu'à présent, les membres de la communauté internationale n'ont pas accepté qu'un pont juridique explicite soit fait entre les obligations qu'ils contractent à l'OMC et celles qu'ils contractent à l'OIT, même si ils sont censés respecter simultanément les engagements normatifs qu'ils prennent dans ces deux univers. Donc la question, c'est est-ce qu'une entreprise peut jouer un rôle à son niveau, dans son domaine, dans la régulation sociale mondiale? La première chose que je voudrais dire, appuyer sur l'expérience de Danone, c'est pour moi, il n'y a pas deux mondes sur le plan social. Il n'y a pas les pays émergents et les pays matures. Je crois que de moins en moins, le monde social se différencie de l'un à l'autre. Il y a plutôt ce que j'appellerais une pyramide sociale de Maslow, qui a un certain nombre de besoins fondamentaux, puis d'avancées sociales, qui peuvent être atteintes dans chaque pays. Et ce n'est pas toujours pays émergents et pays matures, de façon un peu caricaturale comme on le pense, qui représentent les frontières. Par exemple, la sécurité au travail, qui est un des premiers besoins fondamentaux en matière sociale, est certes plus avancée sur le plan normatif en Europe, par exemple, que dans d'autres pays du monde, mais sur le plan des pratiques réelles dans les entreprises, vous pouvez aussi bien avoir le niveau d'excellence qui soit plus élevé en Amérique latine ou en sud-est asiatique que parfois dans certains pays européens. Ça dépend beaucoup de la politique de l'entreprise, ça dépend des standards qu'elle se donne elle-même au-delà des standards minimaux qui sont les normes sociales définies par l'OIT. Et donc, par exemple, chez Danone, on a une politique mondiale en termes de sécurité qui a exactement le même niveau d'exigence partout dans le monde. Deuxième exemple dans les fondamentaux, c'est évidemment les problèmes de la couverture sociale, qui là, par contre, est très différencié selon les endroits où on est. Et c'est vrai qu'en termes de sécurité, l'accès à des soins, à la santé pour les salariés et pour les familles est une demande sociale très importante qui vient quasiment en premier dans les demandes sociales. Et là, c'est là où il y a la pyramide sociale de Maslow. Eh bien, on a commencé en Indonésie, on est en train de faire des tests là-dessus, d'apporter des éléments de couverture maladie, par exemple, dans des pays où ça n'existe pas ou très peu. Ça fait partie du projet social de l'entreprise. Ce qui est très important, me semble-t-il, c'est qu'on est toujours, et j'en viens au dialogue social, on est toujours dans une logique où on est à la fois dans l'économique et le social. C'est comme ça que nous voyons cet investissement. Et donc, quand on est dans l'idée que c'est le social contribue à la performance économique et qu'il n'y a pas de performance économique sans investir sur les hommes, ce qui est le fondement du double projet chez Danone, à ce moment-là, développer cette dimension sociale partout dans le monde fait partie du projet, y compris économique, de l'entreprise. Alors, en termes de dialogue social, c'est un point essentiel pour moi, c'est que tout ça ne peut se faire que sans un dialogue social local très fort, mais aussi avec certains éléments de régulation mondiale. C'est pour ça que depuis 1976, on a un dialogue avec l'UITA, l'Union internationale des travailleurs de l'agroalimentaire, toujours en prenant l'exemple de Danone. Et depuis 1986, on a signé 9 accords dans des domaines qui vont des droits syndicaux à l'emploi et à l'employabilité, à la formation, à la diversité. Et ces éléments de hélicoptère, je dirais, entre le local, le dialogue social local, mais aussi quelques éléments d'avancée ou de régulation sociale mondiale au niveau de l'entreprise, font partie de ce qui, à mon avis, peut être la contribution d'une entreprise au débat. Je crois que ce qui est intéressant dans cette double approche, regarder les choses du point de vue international, mais les regarder aussi du côté de l'entreprise, c'est d'abord que
si la cohérence n'est pas toujours là dans le système de régulation internationale, par la volonté des États, nations souverains qui préfèrent garder ces cloisonnements, pour des raisons d'ailleurs qu'on peut parfois soupçonner, en revanche, au niveau de l'entreprise, la cohérence est en quelque sorte obligatoire. Quand Danone s'occupe de produire et de distribuer ses produits, c'est à la fois de la régulation en matière de respect des normes alimentaires, des normes sanitaires, des normes phytosanitaires, des normes environnementales, des normes sociales, des normes techniques. Donc l'entreprise est un niveau de cohérence beaucoup plus fort que l'architecture juridique internationale. Et par ailleurs, l'entreprise peut aller plus loin dans le sens d'un progrès en matière de santé ou d'alimentation que ces normes internationales qui, inévitablement, sont un plus petit commun dénominateur. S'il faut mettre d'accord le Bangladesh et le Canada sur une norme en matière de bien-être des animaux, chacun conçoit que ça ne va pas être simple. Par contre, si Danone, pour ses propres raisons, veut un standard qui s'applique partout dans le monde chez Danone, alors il suffit à Danone de le décider. Ses actionnaires n'y verront sans doute pas d'objection. Donc il y a à la fois davantage de cohérence, mais probablement aussi des possibilités de progrès. Simplement, c'est un peu à la main des entreprises. Certaines vont le faire, d'autres ne le feront pas. Je vais donner 2 exemples. Le premier exemple, c'est par exemple qu'on a mis en place il y a 2 ans une couverture maladie pour 10 000 salariés égale 40 000 personnes avec les familles en Indonésie, qui était une première de genre. On a eu des appels assez furieux de nos concurrents, nous disant qu'on faisait du dumping social inversé, enfin on gâchait le métier, quoi. Puisqu'on allait amener évidemment, ils ont très vite que leurs salariés allaient avoir une demande sociale. Et on leur a expliqué que s'ils suivaient, c'était mieux, notre but n'était pas d'être seul, et que de toute façon, ils s'y retrouveraient, parce que c'est vrai qu'en termes d'attractivité, en termes d'engagement dans l'entreprise et en termes de rétention, de fidélité des salariés, c'est un avantage significatif. L'autre exemple, c'est ce qu'on essaie de faire à travers le fonds écosystème, Danone Écosystème, dont un des vice-présidents et Pascal Lamy nous a fait cette amitié-là. C'est un fonds qui investit donc pour renforcer économiquement et socialement les fournisseurs, fermiers, distributeurs qui travaillent tous les jours avec de Danone dans le monde. Et là, on voit bien que l'impact social est assez grand. On a mis une charte sociale, par exemple, pour tous nos fournisseurs ne peuvent travailler avec Danone, c'est que s'ils respectent la charte sociale, qui sont en gros les reprises des droits fondamentaux de l'OIT, mais ce n'est pas parce qu'ils existent qu'ils sont forcément respectés partout. Et donc là, on a directement, en tant que grande entreprise mondiale, un impact sur tout un tissu de PME qui sont, dans la théorie, soumis aux mêmes règles, mais qui ne le respectent pas toujours. Et là, clairement, on pèse directement. Et quand, dans le fonds écosystème, on investit pour aider les agriculteurs à renforcer leurs compétences, ou des distributeurs à mettre en place les compétences pour leurs salariés, là aussi, on a un impact social. Donc, ça n'est pas de la régulation, mais c'est un impact social et sociétal qui va au-delà de notre périmètre juridique. Et je crois que ça, c'est un effet boule de neige qui, évidemment, ne fonctionne que s'il y a une masse critique d'entreprises qui s'engagent dans ce genre de direction. Mais je pense que notre impact n'est pas macro, mais à l'échelle d'une entreprise, cet effet de cohérence peut faire un effet boule de neige si on est un certain nombre d'entreprises à s'engager dans cette voie. Ces 2 démarches sur lesquelles on vient de se concentrer, c'est-à-dire une démarche de régulation globale, et ce que font les entreprises dans leurs propres pratiques, sont complémentaires. Et je sais qu'il est de bon ton parfois de critiquer les multinationales qui mettent en compétition des systèmes fiscaux, sociaux, réglementaires différents au mieux de leurs intérêts et de leurs profits. C'est sans doute pas tout à fait faux, mais ce qu'on vient de voir, c'est qu'il y a une autre manière de voir les choses, qui est que parce que ce sont des multinationales, et parce que pour des raisons qui tiennent à la fois à leur rapport avec leurs actionnaires et à leur rapport avec leurs consommateurs, elles sont maintenant sous pression de diffuser
des normes qui sont plus avancées dans des pays où ça n'est pas forcément le résultat de ce qu'ils ont contracté au niveau international. Donc il y a là une espèce de diffusion de bonnes pratiques et de ces cohérences qu'il faut davantage dans un monde globalisé dans lesquels des entreprises peuvent être des acteurs de premier plan. Donc il faut bien regarder aussi les choses sous cet angle-là pour bien apprécier la réalité.